Mon nom est Marion Duvauchel et je suis professeure de lettres et de philosophie, mais il se trouve que je suis aussi historienne des religions, avant de devenir professeure de lettres et de philosophie, parce qu'on ne gagne pas beaucoup sa vie avec l'histoire des religions. Et donc l'approche qui est la mienne est un peu spécifique. Je vous explique pourquoi. Parce que si je déboulais en vous disant, voilà, au 1er siècle de notre ère, il y a eu une église au Gandhara, fondée par saint Thomas, etc. Évidemment, on me prendrait pour une douce toquée. Donc, si nous voulons établir cette hypothèse, il nous faut d'abord, évidemment, ébranler tout le savoir qui a été établi sur le bouddhisme et l'idée qu'en quelque sorte, l'Asie, qui dit Asie égale bouddhisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai et pas tout à fait exact. Donc, c'est ça qu'on va examiner. Ce qu'on va examiner, c'est comment ce savoir s'est constitué. Alors, j'avais commencé lors d'une conférence dans le cadre de l'association Eleutheros. Donc je ne vais pas la reprendre, mais ceux que ça intéresse, ils peuvent aller l'écouter. Dans cette conférence, j'avais commencé à montrer comment s'était établi le canon, enfin les problématiques du bouddhisme avec les fondateurs, c'est-à-dire un Français qui s'appelle Eugène Burnouf, qui a posé en quelque sorte les fondements de ce qu'on appelle la bouddhologie, le savoir sur le bouddhisme, un type qui est un Anglais, qui s'appelle Hodgson et qui a apporté le matériau, et puis on peut rajouter une troisième personne qui a popularisé, qui s'appelle Saint-Hilaire. Donc si vous êtes intéressé, il faut aller voir, je ne vais pas refaire le travail. Je vais avancer par contre dans ce travail. Quel est le titre de cette conférence ? Ça s'appelait la miséricorde dans le bouddhisme. Ce que je voulais établir, c'est que c'était évidemment examiner la notion de miséricorde dans le bouddhisme et évidemment comment s'étaient constitués les premiers savoirs sur cette religion, qui en fait était inconnue au XIXe siècle. Au fur et à mesure que j'ai avancé, je me suis trouvée évidemment confrontée à une question qui est la question du canon bouddhique. Or, dans quelle langue a été établi ce canon ? Eh bien, en fait, on n'en sait rien, mais d'après les premiers chercheurs en fait avaient l'idée qu'il y avait un canon bouddhique primitif, type, ce canon primitif type, qui était écrit en sanskrit. Or, j'ai un peu enquêté, un peu cherché, et j'ai réalisé que non, c'était absolument et strictement impossible. Et il se trouve qu'il y a un chercheur qui l'a dit, pas n'importe lequel, il s'appelle Émile Sénard. Donc Émile Sénard, parmi les orientalistes, il a un statut un peu particulier. Les orientalistes, en fait, ce sont des savants qui sont tout à fait atypiques d'une manière générale, parce que c'est un savoir qui s'est constitué à une certaine époque et qui s'est institutionnalisé. Et donc il y a ces spécificités. Pour ceux que la question intéresse, je vous recommande un livre de Roland Lardinois, qui est récent, c'est un type du CNRS, il n'est pas chrétien, je ne crois pas, mais il a fait un travail remarquable, il a fait en quelque sorte la genèse du milieu savant. Donc on trouve une foule d'informations très précieuses et en particulier, il donne une foule d'informations sur ses chercheurs. Donc Émile Sénard, c'est un homme très riche. C'est un homme très riche qui n'a jamais brigué un poste universitaire et qui a été reconnu comme un très grand orientaliste. C'est le premier qui face à l'idée que le Bouddha était un prince Siddhartha, etc., qui avait un jour découvert la mort, la maladie et la vieillesse. Donc on a construit là-dessus la légende du bouddhisme à partir de son fondateur. Donc c'est le premier qui a examiné ça, à partir des textes, etc., puis qui dit non, c'est une légende, et qui le dit un peu clairement. C'est un gros livre un peu savant, tout à fait intéressant. Et puis ensuite, pour des raisons très étonnantes qu'il faudrait un peu examiner, eh bien l'idée a été oubliée. Donc Émile Sénard a travaillé ensuite sur la question de l'histoire linguistique de l'Inde, et donc en particulier la question du sanskrit. Donc voilà ce qu'il dit. C'est un article que vous trouvez sur Internet, l'épigraphie et l'histoire linguistique de l'Inde. Oui, c'était un épigraphiste. Alors les épigraphistes, ce sont ceux qui s'occupent plutôt des inscriptions sur pierre. Pourquoi c'est important ? Parce qu'à l'époque, les indianistes de l'époque, et en particulier dans la mouvance de Sylvain Lévy, ce sont des gens, vous voyez, qui rêvent autour des grands textes millénaires de l'Inde. Vous voyez, l'Inde avec ses grands textes, etc. Et donc ça a donné en quelque sorte un indianisme tout à fait singulier, et pas du tout un indianisme d'épigraphiste. Mais lui, il regarde l'épigraphie. Et donc, il va regarder ça à partir de quel type d'inscription ? Les plus anciennes. Or, les plus anciennes inscriptions que l'on connaît, ce sont celles du roi Ashoka,
qui est en quelque sorte le troisième élément que l'on a avancé pour construire la légende du Bouddha. Donc il y a un roi au IIIe siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle Ashoka, qui est un roi tout à fait important puisque c'est le troisième d'une lignée qu'on appelle les Maurya, qui ont unifié l'Inde. Donc le premier s'appelle Chandraguptos chez les Grecs ou Chandragupta chez les Indiens. Il a un fils qui s'appelle Bindusara qui va continuer la conquête de l'Inde, en particulier vers le sud. Et c'est Ashoka qui va finir d'unifier l'Inde. Il va rester juste 3 petits royaumes qui vont échapper à cette unification. Alors je crois qu'il y a une carte. Voilà. Donc vous voyez, en jaune, vous avez toute l'Inde unifiée par ces 3 générations de rois. Et donc les petites croix, en fait, ce sont les inscriptions du roi Ashoka, ce sont les piliers. Alors il y a des piliers, il y a des inscriptions, sur des falaises, etc. Alors ces inscriptions sont dans diverses langues. Et c'est à partir de là que l'on a pu établir, on pouvait établir en tout cas des dates. Parce qu'évidemment l'Inde, vous savez, les grands textes millénaires, il n'y a pas de date, on ne sait pas quand, l'histoire dit, l'Inde, pas le sens de l'histoire, ce qui est assez vrai me semble-t-il. Donc, Émile Sénard, lui, c'est un épigraphiste, et le matériau dont il dispose, ce sont les fameuses ordonnances d'Ashoka, qu'on appelle Piyadasi, petit-fils de Chandragupta, qui connut Alexandre, et qui gouverna une Inde unifiée, ouverte au nord sur l'Asie centrale et fermée à l'extrême sud de la péninsule par les 3 petits royaumes tamouls qui vont guerroyer pendant pas mal de temps. Et en 1881, Sénard s'attelle à un programme qui est simple et ambitieux: grouper et condenser les résultats acquis jusqu'à ce jour sur l'ensemble de ces piliers, les rectifier le cas échéant, tenter l'analyse des parties restées sans interprétation et étendre à toutes les versions parallèles un examen circonscrit jusqu'alors à 1 ou 2 d'entre elles et présenter sous la forme d'un tableau d'ensemble les conclusions sous le double point de vue de la grammaire et de l'histoire. Et il l'a fait. Donc le premier ouvrage que l'on a sur les inscriptions du roi Piyadasi, on le doit à Émile Sénard. Il faudra attendre 60 ou 70 ans plus tard. L'ouvrage suivant, c'est celui de Jules Bloch. Pas tout à fait les mêmes conclusions, me semble-t-il. Donc en 1886, c'est un épigraphiste chevronné, c'est un homme qui est reconnu institutionnellement, et il va s'intéresser à la question de l'histoire linguistique de l'Inde. Il va prononcer une communication qui est, me semble-t-il, tout à fait décisive et qui est oubliée. Et il s'appuie sur sa connaissance de l'épigraphie de l'Inde pour essayer de poser quelques fondements d'une histoire linguistique de l'Inde. C'est très nouveau, c'est tellement nouveau d'ailleurs que l'article, il faut le relire 6 fois. Pour y comprendre quelque chose. Pourquoi ? Pas seulement à cause de la difficulté du travail, mais aussi parce que c'est écrit dans une langue tellement enveloppée. Pourquoi ? Il ne veut pas froisser les copains. Donc c'est vraiment, c'est truffé de ce qu'on appelle les modalisateurs. Vous savez, il me semble que, etc. Oui, mais alors dans une langue, vous voyez, les modalisateurs sont dans la langue. Et donc il faut aller lire 6 fois avant de comprendre qu'il attaque dur, mais c'est enveloppé. Alors voilà, en fait, ce qu'il dit. Ces vues sont, je le sais, très éloignées sur plusieurs points des vues réputées admises. Elles sont un peu compromettantes à risquer avec un appareil de démonstration restreint, puisqu'il avait qu'un petit article. J'ai voulu néanmoins les exposer catégoriquement. Alors, ce qu'il appelle catégoriquement, ça nous ferait aujourd'hui sourire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il expose ? Ce qu'il dit, c'est qu'il s'agit de comprendre quelque chose dans l'ensemble du fait linguistique indien. Et il commence par établir d'abord une distribution des différentes langues employées, non pas en Inde, mais dans la littérature ancienne de l'Inde. Pourquoi ? Parce que sur quoi travaillent les savants ? C'est pas sur les langues de l'Inde, c'est sur les langues de l'Inde qui sont répercutées dans des écrits. Donc ce sont tout simplement des idiomes littéraires. C'est ce que Sénard va appeler les idiomes littéraires, et donc ce qu'aujourd'hui on appelle les prakrits. Ce qu'aujourd'hui, quand vous lisez un peu de littérature sur l'Inde, on appelle les prakrits, ce sont tout simplement des idiomes littéraires. Oui, c'est évident, puisque ces hommes travaillent sur des écrits, travaillent sur des textes anciens. Donc ce n'est pas forcément des langues qui sont encore aujourd'hui parlées. Si elles sont parlées, ça n'est plus l'état de la langue écrite du matériau qu'ils ont sous les yeux. Donc ces idiomes littéraires de l'Inde ancienne, il y en a 3. La langue védique, qui est un sanskrit archaïque, qu'on appelle aussi le sanskrit védique. Le sanskrit classique est le groupe ce qu'on appelle les prakrits, c'est-à-dire tous ces idiomes littéraires. Il ajoute une 4e catégorie, un idiome en quelque sorte intermédiaire entre le sanskrit et le prakrit, le dialecte des gathas, employé dans des fragments versifiés par la littérature septentrionale des bouddhistes,
mais aussi dans des ouvrages profanes. On a un traité d'arithmétique comme ça. Donc, vers le milieu du IIIe siècle avant notre ère, au temps d'Ashoka, lorsque l'Inde est politiquement unifiée, le sanskrit qu'on appelle classique n'existe pas. Ce qu'on a, c'est un sanskrit védique. Donc, IIIe siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas de canon écrit en sanskrit. C'est strictement impossible. Il est très ultérieur. Et on va voir qu'est-ce que c'est que ce sanskrit ultérieur. Donc ce sanskrit, pourquoi est-ce qu'il a tellement fasciné? Parce qu'il se trouve que quand on a redécouvert l'Inde, quand on a redécouvert l'Orient, on l'a redécouvert évidemment à partir de l'Inde, surtout en Allemagne, et en particulier à partir du sanskrit. Donc il y a eu beaucoup de travaux sur le sanskrit, et le sanskrit a été rêvé par les Allemands essentiellement comme une espèce de langue mère. Il y a eu tout un grand poème national autour du sanskrit. Donc, l'un des arguments, donc on ne trouve pas trace du sanskrit littéraire, qu'on appelle aujourd'hui le sanskrit classique, du temps de Piyadasi, ce qui est quand même déjà quelque chose d'extrêmement important. L'un des arguments de Sénart est de poids. Si un état du sanskrit régularisé et assis, grammaticalement stabilisé, eût existé au temps de Piyadasi, il eût été applicable à l'usage officiel ou littéraire, préalablement mis en état de répondre à ses besoins. Or, la langue des premières inscriptions découvertes n'est pas le sanskrit, c'est ce qu'on appelle un prakrit. Et l'écriture, donc la langue des premières inscriptions d'Ashoka, ça n'est pas en sanskrit que c'est écrit. C'est écrit dans ce qu'on appelle une écriture indienne qu'on a appelée la Brahmi. Elle a été, donc, premières inscriptions en 1801. Et c'est découvert, enfin c'est déchiffré plutôt en 1837 par un Anglais qui s'appelle James Prinsep. Alors on a là encore rêvé là-dessus. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Les Français ont contribué à cette découverte très largement, mais comme les Anglais sont passés derrière, évidemment, ils ont effacé toute la présence française et ils ont tiré à eux les marrons. Donc, la langue des premières inscriptions est un prakrit, et l'écriture dans laquelle elle est coulée est totalement inconnue en 1801 quand on découvre ces premières inscriptions. On va appeler cette écriture la Brahmi. Il y a deux écritures indiennes. On dit écriture indienne. C'est comme ça que ce sont les outils qui ont été forgés par les savants. Il y a la Brahmi et il y a la Kharoshti. Donc c'est la Brahmi qui va en fait les fasciner d'abord. La Kharoshti a une très très grande importance, mais personne ne va y prêter attention. On va la redécouvrir environ presque un siècle plus tard dans des circonstances tout à fait inédites. Et cette écriture Kharoshti nous intéresse au premier chef parce qu'elle a été réalisée et élaborée par des scribes à partir de l'araméen. C'est-à-dire c'est une écriture, une des deux écritures indiennes qui est directement issue de l'araméen. C'est l'alphabet araméen plus une lettre qui n'existe pas en araméen, qui correspond à un son de la langue indienne et qui a été rajouté. Tandis que la Brahmi serait une écriture, alors sur la Brahmi on ne sait pas, mais longtemps on a pensé que la Brahmi avait été générée à partir de la Kharoshti, donc la Kharoshti est première, et ensuite vient la Brahmi, mais bon, actuellement il semblerait que les chercheurs, il y a des découvertes nouvelles, on ne sait plus très bien. En revanche pour la Kharoshti, c'est maintenu, c'est à partir de l'araméen, c'est l'alphabet araméen plus une lettre, donc ça nous intéresse au premier chef. Donc on sait par ailleurs que les premières inscriptions sanskrites sont postérieures au règne d'Ashoka et datent de la seconde moitié du IIe siècle, voire des dernières années du premier. Donc si les inscriptions sanskrites, du sanskrit classique, pas le sanskrit avestique, datent du 1er siècle, il ne peut pas y avoir un corpus écrit avant cette date-là, ce qui signifie que le corpus bouddhique est postérieur, le bouddhisme est antérieur au christianisme bien sûr, mais le corpus sanskrit, à supposer qu'il y ait eu un corpus sanskrit primitif, est postérieur au christianisme. 1er et 2e siècle. C'est Sénart et c'est repris par Jean Filiosa. C'est-à-dire que ces éléments, on ne reconnaît pas que ça vient de Sénart, mais on les admet. Donc c'est admis. Simplement, on n'en tire pas les conclusions. Donc je continue la démonstration. Donc on appelle ce sanskrit... Donc ça ne signifie pas qu'il n'y eut pas d'application publique. Il a évidemment existé auparavant, mais à l'abri dans les écoles où il s'est élaboré, et sans autre application que le culte dont il ne se dissocie alors qu'à peine, voire pas du tout. Donc ce sanskrit existe à l'intérieur de la religion dominante qui est le brahmanisme.
Tout le monde sait globalement que la religion dominante avant le bouddhisme, c'est le brahmanisme. Quelle est la langue des brahmanes? C'est un sanskrit qui n'est pas le sanskrit classique, c'est un sanskrit ancien. Et ce n'est pas un sanskrit qui est écrit. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens ont découvert, c'est que... alors ça, c'est un chercheur juif qui s'appelle Joseph Halevi. Et donc, en 1884, il écrit un article étonnant dans lequel il montre que les écritures indiennes naissent 3 siècles avant Jésus-Christ. Et que donc, vous voyez, l'idée que l'on a des Védas multimillénaires, etc., c'est un pur rêve. Évidemment, il se fait assassiner. Hein. Attendez, ils ne sont pas tendres entre eux. Ils sont rigolos d'ailleurs. Bon, donc sur la base de cet idiome, au statut essentiellement liturgique et religieux, la caste sacerdotale a sans doute créé une langue savante et en même temps profane. Alors pourquoi, sous quelle impulsion et en vue de quelle application? C'est des questions que pose Sénart, mais il n'y répond pas. Ça serait peut-être bien que les chercheurs s'y attachent. Apparemment, ça n'a intéressé personne. Donc la question qu'il se pose, c'est comment expliquer que dans un intervalle d'environ 4 siècles, ce sanskrit archaïque s'est répandu hors de la sphère brahmanique, c'est-à-dire hors de ce qu'il appelle l'école, subissant ou ayant subi des modifications substantielles, et il a été appliqué publiquement, soit aux usages officiels, soit aux usages littéraires. En gros, c'est comme si vous avez un ancien français, personne ne comprend l'ancien français, et à un moment donné, 4 siècles après, apparaît le français. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre cet ancien français, qui est un certain état de la langue, et ce français nouveau, parlé, écrit, rédigé, etc. Vous voyez, non. Ben, il faut expliquer ça, il faut en rendre compte. Eh bien, ce que dit Sénart, c'est que le roi Ashoka a joué un rôle dans cet événement et que les publications, les inscriptions de Piyadasi ont été importantes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, il n'y a pas d'écriture indienne quand Piyadasi il veut envoyer ses inscriptions. Donc, il doit inventer une écriture, ou utiliser une écriture déjà existante, c'est-à-dire la brahmi. Donc, ce que dit Sénart, c'est que cette brahmi, en quelque sorte, qui était d'abord une écriture d'inscription officielle, en quelque sorte institutionnelle, eh bien, elle va influencer ensuite, et elle va pousser en quelque sorte les brahmanes à avoir eux-mêmes une écriture qui, comme celle du roi Piyadasi, puisse être utilisée et puisse avoir une force, et continuer à avoir une force, une puissance idéologique. Vous comprenez qu'il y a des problèmes de pouvoir là derrière. Les brahmanes, ils sont très attachés à maintenir le pouvoir qu'ils exercent. C'est une caste qui a tenu l'Inde pendant des années. Alors, il va y avoir une réaction des brahmanes. Ils ont une connaissance plus ou moins précise et la conscience plus ou moins nette de cet idiome littéraire védique. Et cette connaissance ne peut pas ne pas avoir exercé une action sensible dans le sens étymologique ou historique sur la notation de ces dialectes courants. Ce que je crois vrai. Mais en retour, l'usage de cette orthographe, et en particulier les applications nouvelles qu'il a permises, va devenir un stimulant actif pour la fixation intégrale, prononciation et écriture d'un idiome savant, ce qu'on appelle le sanskrit classique. Alors ce sanskrit classique, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On sait qu'il y a une grammaire d'un certain Panini, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et alors là-dessus, les choses ne sont pas très claires. Certains chercheurs semblent laisser entendre que cette grammaire est orale. Or, chaque fois qu'on parle de cette grammaire, elle a été, vous voyez, mise par écrit. En général, une grammaire, c'est fait pour la mise par écrit. Mais tout le monde parle de cette grammaire comme il n'y a pas de trace de cette grammaire. Donc elle a vraisemblablement été mise par écrit plus tard. Mais c'est la première grammaire dans l'histoire. Bien. Donc, arrêté a priori dans ses grandes lignes par le type de la langue religieuse, le sanskrit védique, alors sans doute codifié oralement par Panini, conduit par des mains expertes et formé à l'analyse phonétique de cette langue, ce travail de codification n'a évidemment pas été l'œuvre d'un jour, ça a pris plusieurs siècles. Donc pendant plusieurs siècles. Et donc, ce que décrit Émile Sénart, c'est 3 éléments différents. D'un côté, les inscriptions d'Ashoka et donc l'introduction d'une nouvelle écriture qui va entrer évidemment dans la sphère sociale, écrite, orale du monde indien. Le sanskrit qui est d'abord védique et qui va progressivement entrer comme langue d'usage, et qui ça va prendre du temps, 4e siècle, et évidemment tous ces prakrits littéraires qui sont des textes dans des langues diverses, dont en fait on ne connaît pas grand-chose. Ils ont de l'importance. Pourquoi ils ont de l'importance? Parce que certains chercheurs pensent qu'il y a ce qu'on appelle un prakrit qui est très important, qui est le Gandhari, et ça aurait été la langue du Bouddha. En fait, personne ne sait quelle est la langue que le Bouddha a parlée. Il y a la langue, évidemment, que le Bouddha a parlée, mais évidemment, il y a
qu'est-ce qui a été écrit? Alors, en fait, le Bouddha n'a rien écrit. Donc on a écrit, ce sont ses disciples qui ont écrit. Lesquels, quand, à quelle époque? Très franchement, personne n'en sait rien. Et donc, de corpus sanskrit, il n'y a pas d'existence de ce corpus sanskrit. C'est ce que, d'ailleurs, c'est la conclusion qu'on peut en tirer à partir de ce travail d'Émile Sénard. Alors, ces jalons posés par Émile Sénard sur la question des écritures indiennes vont rester sans retentissement. En gros, ça va être une pierre dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'indianisme est dominé alors par la figure prestigieuse de Sylvain Lévy. Et Sylvain Lévy est ébloui par l'Inde. Je vous recommande un petit livre, coûte pas cher, s'appelle Les génies de l'Inde. C'est de la pure propagande. Je suis enregistrée, je crois. Bon, c'est de la pure propagande. Mais c'est Sylvain Lévy qui a mis en place l'indianisme français. C'est lui qui a mis en place les institutions, etc. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont besoin de chair. Donc, il y a des enjeux institutionnels. Il faut une chair. Donc, quand il faut une chair de sanskrit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a supprimé la chair syriaque. Donc, en 1800 et des poussières, au moment où se met en place la chair de sanskrit, en fait, on supprime la chair de syriaque. Syriaque, hébreu, etc. Donc, toutes les langues syriaques, araméennes, et donc toute la tradition encore existante de syriens, d'araméens, de syriaques, a disparu à ce moment-là. Il n'y a plus de chair. Par contre, il y a une chair de sanskrit. Il y a une chaire de sanskrit, donc il y a des postes, il y a des budgets, il y a de la recherche. Ah, ils sont forts. Donc je termine rapidement sur Émile Sénard. Il va continuer à faire de la recherche. Il ne fait pas partie du sérail, c'est-à-dire il n'a pas de poste en université, parce qu'il n'en veut pas, c'est un homme très riche. C'est un homme qui a beaucoup d'argent et sa femme a beaucoup d'argent. Par contre, il va jouer un rôle très important de médiateur entre la sphère institutionnelle, la sphère politique et la sphère des savants. Et donc, il va être très très important. Il va en particulier contribuer à la fondation d'une institution dont j'ai oublié le nom extrêmement importante. Je crois que c'est l'École française d'Extrême-Orient. Donc, c'est un homme qui a joué un rôle vraiment très très important dans la naissance de l'orientalisme français. Et il était catholique, et c'était un homme qui était, je crois, honnête. En tout cas, cet article traduit beaucoup d'honnêteté de sa part. Sylvain Lévy, je ne suis pas tout à fait certaine. Donc, 10 ans plus tard, en 1890, il présente à une séance de l'Académie les photographies de quelques sculptures déposées au musée de Lahore et découvertes au cours de fouilles exécutées l'année précédente par le capitaine Dean à Sikri, tout près de Taki-Baké, bref, dans un endroit improbable de l'Afghanistan ou des frontières Pakistan-Afghanistan. Il doit ces documents à l'amitié du directeur du musée de Lahore, qui s'appelle Kipling, qui est, semble-t-il, le père du Kipling que nous connaissons, et qui sont du plus haut intérêt pour l'histoire de l'art gréco-indien du Nord-Ouest. Pourquoi cet épisode est important? Parce que c'est la charnière entre le moment où va apparaître l'idée qu'aujourd'hui on connaît, enfin un peu, quand on a un peu lu, celle d'un Orient hellénisé. Et en particulier, le deuxième chercheur que je suis allée chercher, qui s'appelle Daniel Schlumberger, c'est la deuxième offensive contre le savoir tout fait du bouddhisme. La deuxième grande offensive est celle qui est menée par Daniel Schlumberger. Mais avant, il y a un épisode important. Pourquoi? Donc, vous voyez bien que toutes ces recherches sur l'histoire linguistique tournent autour des inscriptions du roi Ashoka, qui sont dans l'écriture indienne dite de Brahmi. Donc, en fait, ce qu'on connaît de l'écriture indienne, c'est autour de la Brahmi. On ne connaît pas la Kharoshthi. D'où l'épisode important, et là nous le devons à un Français. C'est un épisode très important de notre histoire archéologique, qui est la découverte de ce qu'on a appelé le manuscrit du Treuil du Reims. Ce manuscrit, on l'appelle aujourd'hui le Dhammapada de Khotan, mais à l'époque où il a été découvert, il s'appelait le manuscrit de Dutreuil du Reims, et vous allez voir que garder ce nom était extrêmement important. Changer le nom de manuscrit de Dutreuil du Reims en Dhammapada de Khotan, on efface la personne qui l'a découverte, on efface la découverte. La découverte est importante. Donc, ce Jules Léon Dutreuil, donc je vous raconte la découverte. Naquit à Saint-Étienne le 2 janvier 1946 d'une famille ancienne, on s'en fout un peu.
C'est mon mari, il aime ces trucs-là. Mon mari, il écrit de l'histoire, alors il fait des généalogies, il dit les gens sont nés, moi je m'en fous. Donc après la guerre du Mexique, il rentre dans la marine marchande comme capitaine de long cours. Ça c'est un peu important parce que c'est un atypique. Vous voyez, il a raté l'entrée à l'école militaire, donc il va dans la marine marchande, puis ensuite c'est la guerre, donc il va être capitaine sur des bateaux du Vietnam, ou du Siam. Alors c'est terrible, c'est épouvantable, et donc il démissionne avec tous les autres capitaines français. Donc il fait quelques missions en Égypte et ensuite il obtient une mission qui va être extrêmement importante, qui est une mission en Asie centrale. C'est un cartographe de génie. On lui doit en particulier la carte de l'Asie centrale avec toutes les villes, le long des routes de la soie, etc. C'est à lui qu'on la doit. C'est un grand monsieur, donc je lui rends hommage. C'est important. Et donc il part, il décroche donc une subvention qui lui permet de recruter Fernand Grenard, élève à l'école des langues orientales, pour effectuer les recherches en philologie. Ce n'est pas un philologue, il a besoin d'un philologue, un type qui sache parler des langues. Et pour l'archéologie aussi de l'expédition, et puis l'étude des restes des anciennes populations du Turkestan chinois. Bon, donc vous voyez, c'est une expédition comme on en fait dans le temps, ils embarquent à Marseille, etc. Et en fait, il va explorer toute la région. Donc je vous passe un peu les détails. Qu'est-ce qui est important dans cette expédition, c'est qu'il est assassiné. Il est assassiné par des brigands et son corps d'ailleurs est jeté encore vivant dans la rivière. Et Fernand Grenard, donc son collègue, camarade, ami, etc., rentre en France et réussit à récupérer, grâce à l'intervention du consul de France, tous les documents. Et parmi ces documents, au cours de cette expédition, il y en a 3 qui ont été envoyés à l'école orientale. Donc ils se connaissent évidemment, donc ils envoient les documents qui leur semblent importants. Et dans ces documents, il y a un tout petit rouleau d'écorce, dans une écriture encore inconnue. Et c'est ce qu'on appelle le manuscrit de Dutreuil-du-Rhin. C'est le premier élément que l'on a découvert sur cette écriture Kharoshti, qui est une écriture indienne, mais qui est directement issue de l'araméen. Donc, ce manuscrit, pour vous donner une idée, ce manuscrit est envoyé dans les conditions que je vous décris. Donc, ils ont froid, ils ont grelotté, ils ont été malades, etc. Et donc, ils envoient ces matériaux qui sont assez exceptionnels et ils n'y prêtent pas attention. Il faudra le retour de Fernand Grenard et il faudra que Fernand Grenard alerte les orientalistes eux-mêmes sur l'importance de ces matériaux. Donc il les montre à qui, Fernand Grenard? Il les montre d'abord à Sylvain Lévy. Donc Sylvain Lévy jette un regard distrait et il lui dit « c'est de la Kharoshti, c'est l'écriture Kharoshti ». Et Émile Sénard, lui, par contre, en voit tout l'intérêt, récupère le matériau et le traduit. Et dans l'écriture Kharoshti, c'est un bout de ce qu'on appelle le Dhammapada, c'est-à-dire, selon toute apparence, c'est un texte bouddhiste. C'est un texte bouddhique, le Dhammapada. Donc ce qui veut dire que les premiers matériaux écrits bouddhiques datent du 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ. On a daté ce matériau de cette époque-là. Et c'est un matériau en Kharoshti. Alors, la Kharoshti est vraiment, vraiment extrêmement importante, je crois. Qu'est-ce qu'on sait à l'époque sur cette écriture? On n'en sait pas grand-chose. Il y a un ouvrage qui a été écrit par un certain Bühler. C'est un Allemand. Donc c'est un Allemand et c'est une compilation. Vous savez, ils font beaucoup de compilations, la recherche. En fait, la recherche, c'est beaucoup de compilations. Donc, dans cette compilation, il donne en quelque sorte tous les éléments qu'il connaît sur l'origine de la Kharoshti. Dans la foulée, il démolit les propositions de Joseph Halévy, qui avait écrit un mémoire dans lequel il établissait qu'il y avait donc 2 écritures indiennes, la Brahmi et la Kharoshti. Il faisait l'analyse alphabétique et il proposait et il annonçait que ces 2 écritures n'avaient que 3 siècles d'existence avant Jésus-Christ, donc n'étaient pas très très anciennes. Alors il le dit très gentiment, enfin non, il ne le dit pas très gentiment, il dit qu'il est désolé, mais il va sans doute faire de la peine aux amis indianistes, mais que, désolé, les grands textes védiques ne sont sans doute pas aussi anciens qu'on le croit, etc. Bon. Alors aujourd'hui, ce manuscrit est important parce que c'est le premier élément d'un canon qu'on appelle aujourd'hui le canon Gandhari. Donc pourquoi? Parce qu'il a été découvert dans la région qui nous occupe. Alors le Gandhara, c'est pas la bonne carte.
dans tout ce coin tout à fait important. Et donc aujourd'hui, donc, on a un ensemble tout un canon. Alors, le chercheur qui est spécialisé sur la question est un Anglais. Alors, est-ce que c'est un Anglais ou un Américain? Je ne sais pas. J'ai pas réussi à savoir. Il faut vérifier sur Internet, ça doit se trouver. Et donc, c'est Richard Salomon et toute une équipe qui ont étudié ce qu'on appelle ce canon Gandhari qui est écrit dans la Kharoshthi. Et donc, il distingue 7 collections de manuscrits qui sont en général des manuscrits bouddhiques écrits dans cette écriture-là. Mais il y a un manuscrit qui n'est pas bouddhique et ils ne veulent pas dire davantage sur ce manuscrit. En tout cas, les recherches autour de ce canon sont en tous les cas pas du tout diffusées et semble-t-il très confidentielles. Donc la deuxième offensive majeure contre le savoir admis, reçu dans la sphère universitaire. Alors nous, évidemment, qu'est-ce que nous recevons de cette sphère universitaire? On reçoit ce qui a été mâché souvent par Internet, par les vulgarisateurs, etc. C'est-à-dire, vous voyez, des idées qui ne sont pas forcément tout à fait fausses, mais pas forcément tout à fait vraies, et qui, quand elles arrivent jusqu'à nous, sont complètement fausses. En tous les cas, extrêmement simplifiées. Sans, par ailleurs, l'outillage qui nous permet d'y voir un peu clair. Donc, l'offensive majeure de Daniel Schlumberger. Et comme ça, je rends hommage à la mémoire de Daniel Schlumberger. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Orient hellénisé. C'est le grand chercheur autour de la Bactriane. Toutes les recherches aujourd'hui en Asie centrale, c'est autour de la Bactriane. C'est un enjeu extrêmement important. Pourquoi? Parce que cette zone est une zone qui est extrêmement ancienne, qui, selon toute vraisemblance, faisait partie du grand réseau dont Pierre Perrier parle très souvent, ce grand réseau urbanisé, et vraisemblablement la ville de Bactre faisait partie de ce grand réseau. En tous les cas, la Bactriane était reliée à ce grand réseau. Elle faisait partie ensuite de l'Empire achéménide. Le Gandhara, le Sindh et au nord une troisième région dont j'ai oublié le nom, c'était les marges orientales de l'empire de Darius. Ce qui veut dire que quelle était la langue qui était parlée? C'était l'araméen. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a rien d'étonnant à ce que 2 ou 3 siècles plus tard, quand des scribes indiens se mettent à plancher sur la question d'une écriture, eh bien, ils vont chercher assez logiquement et assez spontanément dans cette région du monde une écriture qui leur est familière, c'est-à-dire l'araméen. Alors que plus au sud, évidemment, c'est-à-dire un univers beaucoup plus indien, c'est-à-dire beaucoup plus indien peau brune, si vous préférez. Oui, parce qu'il y a une humanité brune, et puis une humanité plus haute. Apparemment, il semblerait qu'il y ait eu même des problématiques de cet ordre-là dans la constitution des castes et des grands livres védiques. Certains chercheurs le disent. Enfin, quoi qu'il en soit, les deux écritures sont établies à peu près à la même époque, mais sans doute pas par les mêmes scribes, mais sans doute pas pour le même roi. Or, ce roi a unifié un grand empire. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il a besoin d'écriture, il va chercher des savants. Il ne va pas forcément aller chercher uniquement les savants indo-indiens. C'est une région qui est extraordinairement interlope. C'est une région qui a été iranisée, qui a été hellénisée. Donc il va aller chercher des savants qui parlent plusieurs langues, qui ont non seulement la connaissance linguistique, mais en plus la connaissance culturelle. Et donc ces savants ne sont pas nécessairement du même monde, pétris dans le même moule. Donc il y a vraisemblablement des scribes indo-indiens et des scribes indo-grecs, et sans doute des scribes indo-araméens. Donc, l'offensive majeure, ça vient de Daniel Schlumberger. C'est en 1972, ça a 50 ans. C'est à mon avis vraiment l'une des communications les plus décisives. Elle oppose 2 hommes en fait. En fait, il faut imaginer la scène. Alors vous avez ça à Paris, vous savez, c'est Quai Branly. Je suis allée là, j'étais invitée à un colloque. Et donc j'ai vu cet endroit, c'est très prestigieux. Bon. Et puis, donc il y a des protocoles de communication très officiels, très sérieux, très solennels. C'est très réglementé.
Et donc c'est en 72 et c'est Daniel Schomberger qui a la parole. Donc en face, en fait, il y a Jean Filiosa. Ce sont deux profils de scientifiques extrêmement différents. Donc je vous donne les informations parce qu'elles sont très importantes. Il faut savoir, qui sont les hommes qui débattent. Un petit peu, quoi. Bon, on n'a pas besoin de savoir qui est leur grand-mère, on s'en fout. Mais c'est important de savoir un peu le type de profil de savant. Donc, ils ont tous les deux à peu près le même âge. Hein. Donc, Jean Filiosa a 66 ans et Daniel Schomberger en a 64, même âge. Ce sont deux sommités tous les deux, mais ce n'est pas du tout le même profil de savant. Sont des chercheurs différents. Donc, le premier, Jean Filiosa, c'est un peu un chercheur moulé à l'ancienne. C'est le disciple en droite ligne de Sylvain Lévy. C'est un héritier qui assume l'héritage des fondateurs des premiers indianistes qui ne sont pas encore ce qu'on appelle des indologues. Donc il y a Auguste Barthes, Abel Bergaigne, Johann Kern, ce sont des sanskritistes. L'indianisme dans lequel Filiosa s'inscrit est encore prisonnier de la matrice philologique dont il est issu. Le sanskrit en particulier, mais en fait toutes les langues. C'est important, pourquoi ? Parce que sur quoi ces gens-là ont fondé leur légitimité scientifique ? Bon, c'est pas sur le bouddhisme, évidemment. C'est sur les langues, bien sûr. Vous comprenez ? Ils ont traduit le sanskrit, ils ont traduit des textes, etc. Donc, toute leur légitimité scientifique vient de la philologie, ou en tous les cas, de l'importance linguistique de cette affaire. Donc, il a été l'élève de Sylvain Lévy et en assume l'héritage intellectuel. Et toute sa carrière, en fait, ça traduit un homme de l'institution. Il a commencé à voyager en Inde à l'âge de 40 ans et il n'a jamais fait d'archéologie. Par contre, en face, Daniel Schomberger, protestant, bilingue, il est né à Strasbourg, et bilingue, il connaît deux langues, c'est-à-dire qu'il a été élevé dans l'héritage germaniste et dans l'héritage français. Donc il connaît bien tout ce qui se raconte aussi en Allemagne. Et donc il est une toute autre trempe. Hein. C'est un helléniste d'abord qui s'est intéressé à l'Orient et qui est devenu spécialiste d'Afghanistan à une époque où l'archéologie française pouvait encore y travailler, dans des conditions souvent difficiles, y compris dans le domaine matériel. Et, par exemple, il n'a pas été toujours payé. Vous voyez, ça donne quand même une idée de leur désintéressement aussi. Alors, pendant la guerre, Schlumberger a assuré des fonctions de journaliste pour le général de Gaulle au Congo-Brazzaville, colonie ralliée à la France libre. Pourquoi c'est important ? Ça en dit quand même un peu long sur le courage de ce type-là. Jean Filiosa, vous voyez, il a été capitaine de 40 à 41. Ça veut dire qu'il était pétainiste. Alors, non, mais je ne veux pas polémiquer là-dessus. Simplement, il y a des choix historiques qui traduisent une plus ou moins grande capacité, de discernement dans des époques historiques douloureuses, etc., dont nous n'avons pas à juger, mais nous pouvons en tout cas signaler et relever que ce choix-là était plus courageux que l'autre. Alors, en 73, lorsque Gérard Fussman, c'est l'un des grands indianistes français, il démérite aujourd'hui. Il lui rend hommage. Donc je suis allée lire les nécrologies. Hein. Ça, c'est intéressant de lire les nécrologies. Il va rappeler un épisode au cours duquel Schlumberger exprime sa thèse liée à la naissance du bouddhisme de manière un peu abrupte. Donc Gérard Fussman évoque cet article que j'ai relevé, ce qui signifie qu'il est extrêmement important. D'une certaine manière et très subtilement, il disqualifie Daniel Schomberger dans les positions qu'il a adoptées dans cette communication auprès des indianistes. Donc, je vais ouvrir une fenêtre sur cette aventure orientaliste peu médiatisée et sur cette, soi-disant, provocante communication. Alors, l'hypothèse est hardie, mais elle est formulée avec la prudence de rigueur quand on s'apprête à bousculer quelques idées reçues. Voilà ce qu'il dit. « Je voudrais faire admettre que la plus ancienne pensée bouddhique doit être considérée comme un rejeton indien de la pensée grecque. Telle est la retouche que je tente aujourd'hui d'apporter à l'histoire de l'Inde, de la Grèce et de la pensée antique. » En gros, sa proposition, c'est que le bouddhisme, c'est un syncrétisme indo-grec et c'est la rencontre sans doute d'un grand homme religieux, probablement, avec les sectes philosophiques qui étaient représentées par les Grecs qui étaient dans le coin. Après l'épisode d'Alexandre, tout cet endroit du monde a été hellénisé.
Alors ils se sont bagarrés, les frontières ont été mouvantes tant que vous voulez, il n'y avait pas beaucoup de Grecs peut-être, mais ils avaient le pouvoir, donc ils ont hellénisé la région. Et donc s'ils ont hellénisé la région, nous le savons, il y a des philosophes, ils se promènent, ils sont épicuriens ou stoïciens, ils causent, parce que les gens à cette époque-là, ils causent de philosophie, de religion, etc. Et donc l'idée qu'il y ait eu un syncrétisme indo-grec au fondement, c'est pas idiot. En tout cas, l'idée me semble intéressante. En tous les cas, c'était une idée qui leur a semblé absolument insupportable. Et elle bat en brèche quoi? Le mythe du Bouddha, 5e siècle avant Jésus-Christ, dont le fondement est quand même très très léger, donc je le rappelle, j'ai écrit ça déjà quelque part, mais enfin je le rappelle. Le fondement, c'est tout simplement notre ami Eugène Burnouf, grand monsieur, grand linguiste, certainement peut-être notre plus grand savant de l'époque, qui le premier a passé 3 ans d'ailleurs à lire tous les manuscrits qu'il a récupérés grâce à cet anglais du nom de Hodgson, qui les a envoyés à l'école d'orientaliste. Et donc il a commencé par les lire, et puis ensuite il en a choisi un qu'il a traduit, qui est le Lotus de la Bonne Loi. C'est à ce moment-là qu'il pose les fondements du bouddhisme et de ce qu'on appelle la bouddhologie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que probablement, c'est l'hypothèse, entre autres, la plus probable, c'est pas certain. Le Bouddha est né entre 503 et 506. Alors comment il trouve 503 et 506? Vous voyez déjà. Mais c'est entre 503 et 506. Et pour ça, il s'aligne sur quoi? En fait, il prend un compute, il prend un double compute, et il va chercher le compute d'un texte qui s'appelle le Mahavamso. Voilà. Le Mahavamso, c'est un texte qu'un Anglais, Turnour, a découvert au fin fond d'un monastère au Sri Lanka, 18e siècle. Donc il découvre un texte dont les Sri Lankais n'avaient plus aucune idée, les prêtres ne savaient même pas que ça existait, et ils ne savaient pas le déchiffrer. Et donc il fait un petit groupe de travail avec les prêtres locaux, et il déchiffre ce truc-là, le Mahavamso. Et dans ce Mahavamso, c'est la chronique des rois du Ceylan. Et dans cette chronique des rois du Ceylan, il y a des dates. Donc à partir de là, on a réussi à établir une chronologie des rois cingalais, mais il y a aussi une histoire du bouddhisme. Et donc c'est à partir de là qu'on dit, il y a le petit véhicule au Sri Lanka, et il y a là les textes les plus anciens, du bouddhisme le plus ancien et le plus pur. C'est quand même léger. En tout cas, ça demande à être réexaminé. Donc, et c'est dans la foulée que Burnouf propose cette hypothèse la plus probable. C'est une hypothèse, elle n'a jamais été véritablement établie. Elle est établie sur des textes qui sont des textes tout de même semi-légendaires. Vous voyez, bon, c'est léger tout de même. Quand même. Alors, la retouche est de taille. Alors, je signale que quand Daniel Schlumberger fait cette conférence, il va mourir quelques mois plus tard. Et c'est la raison pour laquelle il sait qu'il va mourir, il est très malade, et il sait qu'il n'a pas le temps d'écrire cette hypothèse, mais il veut qu'avant sa mort, elle ait été formulée. Donc merci. Merci, monsieur Schlumberger. Merci pour moi qui travaille là-dessus. Donc, ce qui suppose, donc c'est l'idée, le bouddhisme est né dans l'Inde. Il a toujours été considéré, étudié comme un phénomène essentiellement indien. Alors, ce qui suppose que peut-être, le bouddhisme n'est pas indien. En fait, c'est important de dire, c'est important d'examiner ce qu'on appelle le bouddhisme indien. En fait, il faut regarder une carte de l'Inde, la carte antérieure, celle du roi, voilà. Donc, vous voyez, donc quand l'Inde est unifiée, vous voyez jusqu'où elle monte très haut. Vous voyez, là où vous voyez Kugana, c'est les Kushan, vous voyez cette limite. Et donc, en fait, quand on parle du bouddhisme indien, nous avons aujourd'hui l'idée de l'Inde amputée de quoi? Amputée de tout le Pakistan, et oriental et occidental, c'est-à-dire le Pakistan et le Bangladesh. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est surtout le Pakistan. Pourquoi? Parce que le Pakistan, en quelque sorte, c'est le nord de l'Inde. Et ça correspond à peu près aux frontières de la Bactriane, qui inclut le Gandhara. Donc c'est la région qui nous intéresse. Et donc vous voyez bien que quand on parle aujourd'hui de l'Inde, en fait, on n'a pas dans l'esprit ce nord de l'Inde, parce que pour nous aujourd'hui, ce nord de l'Inde, c'est le Pakistan. Nous, quand on pense l'Inde, vous voyez, avec des frontières beaucoup plus basses, c'est-à-dire en gros la frontière du Gange, vous voyez, au niveau du Gange. En fait, l'Indus,
nous ne le considérons plus comme indien. Dans notre représentation un peu sommaire, vous voyez, quand on n'a pas les cartes dans la tête, quand on nous dit les choses, on n'a pas les cartes dans la tête. Quand on a les cartes dans la tête, là on se dit, ah, mais le bouddhisme indien, vous voyez, le bouddhisme, en fait, il est indien, il est en fait dans cette zone-là il est bactrien. Il naît en Bactriane, c'est-à-dire dans une zone hellénisée, iranisée, c'est-à-dire dans une zone extrêmement interlope. Alors, l'état des idées. Donc voici la réponse c'est l'état des idées pour Schlumberger qui empêche de réfléchir à ces questions. Et donc sa réponse est de taille. Donc qu'est-ce qu'il va faire comme proposition? En fait, il va aller chercher les éléments principaux qui constituent l'épicurisme. Et il va faire une analyse serrée, soutenue, de voilà quels sont les traits principaux de l'épicurisme, voilà quels sont les principaux traits du bouddhisme qui correspondent très exactement à l'épicurisme. Bon. Et c'est tout à fait convaincant. Simplement, j'ai pas le temps de vous faire toute l'analyse. Et alors surtout, sur quoi il va s'appuyer? Alors, il va s'appuyer sur quelque chose qui nous intéresse directement, ce sont les inscriptions araméennes. On appelle aujourd'hui on ne dit plus araméenne, ça dépend des chercheurs. Vous comprenez que ça dépend des chercheurs. Les Russes, ils n'appellent pas ça les inscriptions araméennes, ils disent indo-araméennes, et les Iraniens, eux, ils les appellent les araméo-iraniennes. Enfin, vous voyez, ça dépend de qui vous êtes dans la recherche. Bon, il faut aller voir un peu du côté des Iraniens en particulier. Donc, ces inscriptions araméennes, c'est en quelque sorte la deuxième phase de la découverte des inscriptions du roi Ashoka. Première vague d'inscriptions, c'est en brahmi. Deuxième vague d'inscriptions, c'est plus tardif, c'est en kharoshti. Ce sont toutes les inscriptions qui sont écrites en araméen. Donc, j'ai établi un peu l'histoire de ces inscriptions, elle est extrêmement importante. Donc, ça commence, la première inscription c'est en 1915, c'est Marshall, c'est Sir John Marshall, c'est celui qui s'occupe de recenser toutes les inscriptions pour évidemment l'administration anglaise. Et c'est celui qui va aussi fouiller le site de Taxila. Alors il a écrit un livre en 3 volumes qu'on ne trouve pratiquement dans aucune bibliothèque. C'est souligné d'ailleurs par certains chercheurs. C'est quand même étonnant. Celui qui a fouillé Taxila et donc tout l'endroit, eh bien, il a écrit un livre en 3 volumes. Alors, il a un peu vieilli, peut-être, etc. Ce qu'on reproche surtout à Marshall, c'est qu'il n'était pas du sérail. C'était un administrateur indien. Il n'était pas du sérail, c'était pas un savant. Donc, dès qu'ils peuvent disqualifier ceux qui ne sont pas des savants, c'est une caste, hein, les orientalistes. Non, mais il faut voir. Lisez le bouquin de Roland Lardinois. C'est très, très, très édifiant. Alors, en 1932, à Lampaka, on trouve un mélange d'araméen et de prakrit du nord-ouest. Le 20 juin 1958, à Alexandrie d'Arakosi, près de Hérat, 40 lignes de grec et l'autre partie en araméen. Alors, pour les iranologues, cette découverte porte le nom de Kandahar I, parce qu'il va y avoir une inscription Kandahar II. La 4e, c'est le fait d'un amateur éclairé, le médecin allemand, le docteur W.S. Sering. Il l'achète en septembre 63 au bazar de Kandahar et il l'offre en janvier 64 au musée de Kaboul. Cette fois-ci, ce n'est que 3 ans plus tard qu'elle fera l'objet d'une présentation. Parce que parfois, ils trouvent des inscriptions, ils ne peuvent pas les présenter tout de suite parce que ça tarde à arriver ou parce que pour des raisons X ou Y. Mais cette fois, c'est Daniel Schlumberger qui prend le manche pour la présentation devant les officiels, parce qu'il a largement contribué à authentifier cette inscription. Elle provient des ruines même de la ville. Elle est un fragment arraché à un monument peut-être encore enfoui. C'est la première fois que l'on découvre ces inscriptions en araméen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nouveau dans l'histoire du monde indien et du bouddhisme aussi, eh bien, on va réintégrer quelque chose de l'univers araméen. Et c'est vraiment important. Quand ils présentent cette inscription alors ils vont être 4 à s'attaquer à cette inscription. Il y aura donc Daniel Schlumberger, Louis Renaud qui est un indianiste, et il y aura aussi Benveniste, Émile Benveniste qui est un linguiste que nous connaissons un peu bien en France, on a un peu lu. Et donc ils vont s'y atteler, et André Dupont-Sommer, vous voyez. Or, André Dupont-Sommer est un spécialiste de l'araméen, enfin, du monde syriaque. Alors qu'est-ce qu'on observe à cette époque? On observe que pour la première fois, il y a
un travail conjoint entre les orientalistes, les indianistes et puis les sémitisants. D'un côté les sémitisants, de l'autre en gros les sanskritisants, vous savez. D'un côté les langues indo-ariennes, de l'autre les langues sémitiques. De quoi on pâtit là? Eh bien, on pâtit des travaux de Max Müller et puis surtout d'Ernest Renan. C'est Ernest Renan qui a clivé la linguistique entre les sémitisants et le monde indo-arien. Évidemment, tout ça intervient dans la recherche. Ça a été un grand désastre que l'incapacité des indianistes et des sémitisants de travailler ensemble. Mais là, il y a l'exemple d'une collaboration, et cette collaboration est vraiment décisive, parce elle réintroduit quoi? Elle réintroduit la Kharoshthi, et avec la Kharoshthi, elle réintroduit les préoccupations autour de l'araméen. Du coup, qu'est-ce qui émerge? Ce qui émerge, c'est le passé ancien, et le passé ancien, c'est aussi le passé achéménide. Sauf que les grandes découvertes et l'assyriologie ne sont pas encore nées. L'assyriologie va naître un tout petit peu plus tard. Vous voyez, ce sont deux sillons qui avancent parallèles. À un moment donné, ils vont se rencontrer. Mais bon, à l'époque de Schlumberger, pas encore. Donc, quand il présente cette inscription, André Dupont-Sommer prend soin de rappeler les remarques qui sont faites par Louis Renoux lors de la découverte de 1958. Il y a beaucoup d'inscriptions. Il y en a une demi-douzaine entre 1915 et 1970. Donc, il y a 5 ou 6 inscriptions successives. La 5e inscription en 70 est découverte par un couple d'ethnologues belges dans la vallée du lac Man. C'est André Dupont-Sommer qui la présente encore une fois, et avec quelques précisions sur la situation géographique des 5 inscriptions araméennes d'Ashoka. C'est-à-dire, dans la foulée, il fait un historique. Non, mais parce que vous n'imaginez pas, il m'a fallu, au moins, il m'a fallu bien 15 jours, 3 semaines avant de réussir à retrouver tout l'historique de ces inscriptions. Ça a l'air de rien, mais ce sont des données qui sont éparses, etc. Il y a très peu de travaux un peu synthétiques qui ont été faits. Donc la nouvelle inscription ashokéenne est gravée sur une dalle verticale, etc. Donc je vous passe un peu les détails. Émile Benveniste avait souligné l'importance de ces vestiges en langue araméenne. Les 2 premières avaient fait l'objet de plusieurs études, mais leur interprétation restait difficile. Pourquoi leur interprétation reste difficile? Parce que ce sont des linguistes, vous voyez, ce sont des linguistes. Donc en fait, ils veulent quoi? Traduire une inscription. Oui, mais traduire une inscription n'a de sens que si on restitue en quelque sorte le contexte. Mais comme ils sont en quelque sorte aveuglés par le contexte, puisqu'ils ont déjà une espèce de pré-contexte, vous voyez, eh bien, ils ne peuvent pas lire une inscription sans préjugés. Toutes les inscriptions sont lues avec les préjugés des orientalistes. Ils lisent à partir d'un contexte donné, et l'inscription, en quelque sorte, n'en voit pas forcément l'importance. Et par ailleurs, la première inscription, ils n'ont pas pu en voir l'importance, tout simplement parce qu'il n'y en avait qu'une. Vous voyez, c'est comme le petit morceau d'écorce de bouleau. Il y a un petit morceau d'écorce de bouleau en Kharoshthi, c'est très intéressant, ça veut dire qu'il y a cette écriture. Oui, mais on ne peut rien en dire. Par contre, quand on a suffisamment de matériaux, alors à ce moment-là, on peut commencer à travailler sur la question et dire des choses un peu plus intéressantes, enfin un peu plus solides. Donc, l'intérêt de cette version araméenne, c'est que ça porte un nouvel éclairage sur le discours du roi Piyadasi. Vous savez que tous les bouddhologues se sont appuyés sur l'ensemble de ces inscriptions du roi Ashoka pour dire que c'est un roi bouddhiste. Donc c'est un roi bouddhiste, il a envoyé des missionnaires aux 4 coins du monde, etc. Bon, c'est des légendes, c'est vraiment des légendes. Une grande partie, c'est des légendes. Donc, c'est des légendes en particulier fondées sur la traduction de ces inscriptions. Or, toutes les traductions disent à peu près la même chose. Alors, pas tout à fait la même chose. Hein. J'ai écrit dans mon dernier article, j'avais fait un peu, j'avais répertorié quelques-unes des inscriptions les plus importantes, mais ce sur quoi on s'est basé pour dire que c'était bouddhique, c'est la notion de loi. Le roi Ashoka, il dit je veux promouvoir la loi. Voilà. Alors, il dit la loi, oui. Sauf que, 3e siècle avant Jésus-Christ, la notion de loi, c'est quoi? La notion de loi, c'est le dharma, dhamma en pali. La notion de loi, ça veut dire tout simplement un ordre. C'est un ordre cosmique à partir duquel se décline un ordre social, un ordre moral, un ordre spirituel, etc. On trouve la même notion dans le monde iranien.
C'est Damerstetter qui a fait cette analyse. On retrouve aussi, donc, dans les inscriptions araméennes, comment ça a été traduit. Et bien voilà qui nous intéresse. Là, dans la version araméenne de Kandahar, donc K-S-T-Y, vérité est rendue en grec par piété, et non pas loi, par piété, ce qui montre assez la nuance religieuse de cette loi ou vérité. L'ordre qu'instaure Ashoka est un ordre conforme à la volonté des dieux, pas à la volonté du Bouddha, à la volonté des dieux. C'est donc dans cet horizon qu'il faut analyser les arguments présentés par le chercheur à l'appui d'une réinterprétation du bouddhisme, une proximité doctrinale autant que pratique entre les écoles philosophiques grecques et l'idée que de ce qui ne s'appelle pas encore le bouddhisme et qui n'a peut-être pas encore la longue existence qu'on lui prête. Vous voyez, donc il y va tout doucement. En gros, il dit, ça n'a peut-être pas la longue existence, ça n'est peut-être uniquement que vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, et en lien avec des sectes philosophiques. Il y a une stèle d'Asoka sur laquelle il parle des sectes philosophiques. Il ne parle pas des religions, il dit les sectes philosophiques. Quand même, c'est un peu étonnant. Donc il fait l'analyse comparée, donc toutes les références, je peux vous les donner si ça vous intéresse, et la réponse de Jean Filiosa, parce que vous savez qu'il y a un protocole, donc après il y a la réponse de Jean Filiosa, c'est l'indianisme en gloire. En gros, l'autre raconte que des conneries, donc il est littéralement écrasé par tous les arguments d'autorité. Ce ne sont que des arguments d'autorité. La réponse de Jean Filiosa est uniquement, strictement, des arguments d'autorité. Pourquoi tout ça c'est si important? Si le bouddhisme n'est pas ce que nous croyons, s'il n'y a pas eu de canon bouddhique avant notre ère, cela peut signifier, et si le bouddhisme est né dans ce coin, cela peut signifier que c'est à partir du moment où il y a eu une église au Gandhara, qu'il y a eu rencontre entre des bouddhistes qui étaient là, qui avaient peut-être même des écoles, etc., et les communautés chrétiennes avec le canon, Swarta on dit en araméen, nous dit, et nous rappelle M. Perrier, sutra dans les sutras, dans le bouddhisme. Eh bien, c'est peut-être qu'il y a eu une rencontre et que dans cette rencontre, l'une des conséquences a été que peut-être ils se sont dit « Oh, mais il nous faut un canon !» Vous voyez, peut-être il nous faut un canon. Et que ce canon, et que le premier canon bouddhique a été peut-être, en tout cas on peut en faire l'hypothèse, a été élaboré suite à une rencontre avec le canon chrétien, parce qu'il n'y avait pas de canon bouddhique avant. C'est, je crois, linguistiquement en tous les cas, c'est strictement impossible. Bravo. Ah oui, alors juste une dernière chose. Oui, pardon, monsieur. Juste un dernier détail. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent à quoi? Au canon Gandhari, c'est-à-dire le canon en Kharoshthi. Vous voyez? Et dans ce canon, il y a plus le manuscrit de Dutreil du Reims, c'est-à-dire que si on ne fait pas des recherches, on ne peut plus savoir qu'il y a eu un Dutreil du Reims et les conditions dans lesquelles il l'a découverte, mais il y a le Dhammapada de Khotan, ce qui est le morceau d'écorce de bouleau, mais on ne l'appelle plus le manuscrit de Dutreil du Reims. Procédé d'effacement classique. Madame, vous pouvez préciser, s'il vous plaît, le titre du livre de Laurent Lardinois? Bonne question. Je crois que ça s'appelle L'invention de l'Inde. Je crois. Il me semble que c'est L'invention de l'Inde, qu'il y a un titre comme ça. C'est un homme du CNRS. C'est un livre que j'ai trouvé tout à fait passionnant et qui m'a été très utile. Ça m'a évité beaucoup de recherches sur qui est qui fait quoi, où ils sont nés, de quel milieu ils viennent, etc. Et il fait une analyse sociologique. C'est pas une analyse, mais dans l'analyse sociologique, on voit bien qu'il a une certaine compétence qui déborde la seule analyse sociologique. Extrêmement éclairant. Roland Lardinois. C'est un livre récent, un chercheur du CNRS.
Alors, bon, j'ai lu surtout la première partie, qui est celle qui m'intéresse directement. Ensuite, il avance dans le temps et dans l'histoire, et je suis moins intéressée. Lardinois, L-A-R-D-I-N-O-I-S. Alors, on trouve le livre, j'ai pas réussi à le commander à la fac, mais on le trouve comment on appelle ça, numérisé. On le trouve numérisé. Voilà. Tous les articles que j'ai cités, on les trouve sur Internet. Vous tapez Persée. Oui, Persée. Persée, c'est un site de chercheurs et vous avez pratiquement tous les articles un peu intéressants et sérieux. Est-ce que vos travaux ne portent pas à mettre en brèche l'existence du sanskrit en tant que tel? Les Indo-Européens, tout ça. Ah ben, ça bat en brèche le mythe du sanskrit, langue mère, tel que ça a été propagé. Oui, ça a été. Oui, ça a été propagé par les Allemands. Ça a été surtout propagé par les Allemands qui avaient une fascination pour la langue. Alors j'ai fait aussi un travail là-dessus. Alors ça naît, enfin il faut aller un peu regarder d'un peu près, mais ça naît avec Herder qui a écrit une philosophie du langage, etc. Puis ensuite ça entre dans le corps social. Alors vous avez Fichte avec son discours à la nation allemande qui est le bourgeon le plus éclatant, etc. Oui, ils sont en tous les cas effectivement. Mais alors en France on résiste bien. Hein. Alors je suis un peu étonnée, mais nos scientifiques ont relativement bien résisté à ça. Alors par contre, aujourd'hui, sur quoi ils assoient l'autorité scientifique et légitime de leurs travaux, c'est sur, évidemment, la philologie. Il y a un très très bon article de Fussman donc, qui rappelle que, quand même, il y a eu de grands travaux philologiques, et c'est vrai, ils ont déchiffré quand même des écritures, attendez... Bon, bravo quoi, voyez, bravo. Là n'est pas la question. La question n'est pas les compétences de nos chercheurs. La question, c'est la lecture qu'ils font et les conséquences qu'ils tirent de leurs travaux. Ça demande à être un peu revu. Et il y a un certain nombre de conséquences qui ne sont pas tirées, et quand on les leur présente d'ailleurs, elles sont refusées. Alors, Daniel Schlumberger est mort quelque temps après, et donc c'est Jean Filiosa qui a tenu l'indianisme français et qui l'a verrouillé. Hein. Aujourd'hui encore. Son fils, c'est Pierre-Sylvain Filiosa, c'est un héritier aussi. Il n'a rien vraiment publié de nouveau. Hein. Il a réutilisé, enfin en gros, il exploite l'héritage paternel. Et aujourd'hui d'ailleurs, l'orientalisme est cuit. Ils l'ont dit d'ailleurs. J'ai été invitée il y a un an, je ne sais pas comment, par quel miracle, enfin bon, ils m'ont invitée, l'INALCO. Ils faisaient un colloque sur Antoine Galland. Antoine Galland est l'Orient des savants. Hein. Antoine Galland est l'Orient des savants. Ils ont tous fait des communications sur les Mille et une nuits. Alors moi, je suis arrivée, et donc j'ai expliqué que l'orientalisme savant s'est constitué à telle époque, tel siècle, Sylvestre de Sacy, etc., mais avant Sylvestre de Sacy avec Barthélemy d'Herbelot, qui était le plus grand savant de l'époque, c'était un catholique. Et il a écrit un gros travail qui est une énorme encyclopédie qui s'appelle la Bibliothèque orientale. Et tout le savoir des orientalistes sur l'islam en particulier, c'est là qu'ils l'ont puisé. Or, cette bibliothèque orientale est écrite à partir de 5 auteurs musulmans, des Persans, essentiellement des Persans ou des hommes d'Asie centrale, surtout des Persans, donc convertis à l'islam. Ces 5 personnes, donc Hussein Vaez, Khalil Khalidja, bon, ils sont 5, j'ai oublié les 3 autres noms. Eh bien, ils sont quasiment des contemporains de Barthélemy d'Herbelot. Donc le savoir orientaliste dont les grands orientalistes en gloire, en majesté, comme Sylvestre de Sacy vont assumer et récupérer, bon, avec quelques réserves, hein, surtout chez de Sacy. Eh bien, ce sont des auteurs qui datent du XVe et du XVIe siècle. Vous voyez, 10 siècles après l'hégire. On est sérieux ? On n'est pas sérieux quand même. Bon, alors je leur ai présenté ça. J'ai eu un grand froid dans l'assistance, surtout que j'ai terminé en disant corriger les myopies, guérir de nos infirmités visuelles, c'est non seulement une œuvre scientifique
appeler des vœux de ces premiers orientalistes, mais c'est aussi faire une œuvre de miséricorde. Vous voyez, il y a eu un grand silence glacial. Je vous dis pas. Voilà. Voilà. Et que c'était particulièrement important, pas seulement pour nous, mais pour toutes les minorités qui vivent en terre d'islam. Vous voyez, bon. C'était dit clairement, en conclusion, c'est un grand silence. Alors, j'ai été quand même. Vous savez, il se lève et puis alors il vous pose des questions. Alors, ils m'ont traité un peu comme si j'étais Gogolita. Et alors, ils me sortent une érudition totalement inutile et inhabituelle. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, il y avait Pierre Perrier qui était venu me soutenir. Donc, Pierre Perrier a vu que j'étais quand même un peu là, malmenée. Donc, il s'est levé. Vous savez, alors, ceux qui connaissent Pierre Perrier, vous voyez, il s'est levé. Vous voyez, il prend le micro, sa petite voix là qui monte un peu dans les aigus quand les choses sont un peu importantes. Et puis alors, il commence à leur dire. Vous voyez, c'est un acteur absolument extraordinaire. Donc, non, mais c'était un numéro de comédien, mais de premier ordre. Et alors, il commence à leur dire, vous savez, moi je suis un homme des sciences dures. Autrement dit, vous êtes des sciences molles. Donc, ils étaient bien. Et puis surtout, il les a sidérés. C'est-à-dire, je crois qu'ils n'ont pas compris sa question. Moi-même, je ne l'ai pas comprise. Peu importe, il les a sidérés. Du coup, j'ai repris le micro et je leur ai dit, mais, messieurs, dames, ici, nous sommes dans un colloque, l'islam, Antoine Galland et l'Orient des savants. Que je sache, vous avez tous évoqué les 1001 nuits. Vous n'avez pas parlé de l'Orient des savants. Bon, grand silence glacial. Je ne suis pas restée jusqu'à la fin. Ils ne m'ont pas adressé la parole de tout le reste du colloque. Ah non, ils savent. Mais le texte est paru. Il est dans les actes du colloque. Oui, non, ils m'ont demandé, ils m'ont fait corriger le texte, ils m'ont demandé, je veux que ce soit écrit, voilà, c'est quelque part. Des fois que ça tomberait, vous savez, devant les yeux d'un étudiant un peu égaré, un peu curieux de l'INALCO, vous voyez, ben si, ça peut lui donner des idées de faire un peu de recherche, un peu de vraie recherche, vous voyez. Monsieur, je vous écoute. Ah, alors, nous avons un gros problème, vous voyez. Donc, en fait, là, je vous ai donné que quelques résultats, hein, c'est un peu plus... Bon, il faudrait un peu plus de temps. Donc, parallèlement, ça demande aussi de faire une recherche en histoire. Alors, nous, en gros, moi, je suis de la période qui va du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, en particulier, premier siècle, deuxième siècle, c'est l'invasion des Kouchanes. Et donc, premier siècle, il y a un grand royaume. Les sources disent c'est un grand royaume du roi Gondopharès, qui est un roi indoparte, qui a laissé des monnaies. Il y a un monnayage de ce roi, et on trouve même des cartes on réussit à trouver des cartes de son royaume. Je l'ai pas là, j'ai oublié une partie de mes cartes. Bon, mais j'ai fait une carte. C'est un grand royaume. Le roi. De 10 à en gros, il est balayé aux environs de 50-60 de notre ère. Et il se trouve que les chrétiens d'Orient, il y a une tradition des chrétiens d'Orient qui dit que le saint Thomas aurait converti le roi Gondopharès. Alors il y a une tradition un peu hagiographique, un peu légendaire, etc. Mais peu importe. En tout cas, avec ce nouveau regard, cette tradition est plausible. Il y a en tout cas un monnayage, et ce roi était un grand roi. Simplement, le royaume a été balayé à partir de 50-60. C'est-à-dire, en gros, à la mort de saint Thomas, ou quand saint Thomas était plutôt en Chine. Vous voyez, en gros, il n'est pas resté sans doute longtemps dans cette église du Gandhara. Et elle a certainement été balayée très tôt, d'abord parce qu'il y a eu l'invasion des Kouchanes, et qu'au moment où s'impose la domination du roi Kanishka, les bouddhistes disent que le roi Kanishka était un roi bouddhiste. Ce n'est pas vrai. C'était pas un roi bouddhiste. C'est un roi qui a, en gros, qui a accepté. C'est un roi syncrétiste, en fait. Mais il a certainement vu l'intérêt du bouddhisme à des fins politiques. Et ensuite, le bouddhisme s'est étendu. Et là, nous avons un gros problème. IIIe siècle après Jésus-Christ, nous avons un gros problème parce qu'il arrive un monsieur sur le théâtre de l'histoire qui s'appelle Mani. Or, Mani, son père était indien, sa mère perse, et il était dans le coin. Hein. C'était un type qui était du coin. Et au IIIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Les Kouchanes sont balayés. Qu'est-ce qui reprend le manche?
un peu plus au nord, mais dans cette région, ce sont les Sassanides, c'est-à-dire ce sont des Perses. Et donc Mani va aller voir le roi perse, Chaporin, etc. Et donc là, il va se constituer un nouveau syncrétisme. C'est-à-dire, il y a un premier syncrétisme qui est indo-grec. Il y a un deuxième syncrétisme où là, après, on ne peut plus rien y voir, ou alors vraiment, c'est un schmilblick, c'est quand arrive Mani sur l'histoire, parce que il vient aussi dans une zone qui a été iranisée. Il y a des communautés mazdéennes. On le sait pourquoi, parce que le roi Ashoka s'adresse à des communautés mazdéennes. C'est ce que dit la recherche iranienne. Les Iraniens le disent, ils l'écrivent en anglais. J'aime pas lire en anglais, j'aime pas l'anglais. Je déteste lire en anglais. Bon, enfin, il faut aller lire en anglais quand même, quoi. C'est dans la même région qu'au 8e siècle s'est constitué l'Empire khazar. Un peu, alors... ça couvre la Caspienne, je suis plus... la Bactriane et ça va jusqu'en Ukraine. Là, ça dépasse mes compétences. Alors, par contre, des nouvelles recherches sont intéressantes, et je vous les signale en Asie centrale. Il y a une communauté extrêmement importante. Alors, j'ai alerté Pierre là-dessus, il les appelle mes chers Sogdiens depuis. Donc, c'est au nord de la Sogdiane, vous avez une région qui s'appelle au nord de la Bactriane, vous avez une région qui s'appelle la Sogdiane. C'est entre deux fleuves. Et c'est une région qui a une très très grande spécificité géographique parce que précisément elle est entre deux fleuves, alors que la Bactriane a des frontières géographiques plus mouvantes, plus incertaines. La Sogdiane, c'est entre deux fleuves, donc vous voyez, ça maintient plus facilement une certaine identité. Ces Sogdiens existent depuis très longtemps, mais il se trouve que au IIIe siècle, à partir du IIIe siècle, c'est une grande thèse d'un type qui s'appelle Laveissière, qui a écrit Les marchands sogdiens. Enfin, ça se trouve, vous cherchez Laveissière, avait sa thèse sur les marchands sogdiens. Donc, il a fait l'analyse de ces structures économiques mises en place et développées par les marchands sogdiens. Or, ce que l'on sait, c'est que ces sogdiens avaient le petit commerce. Ils avaient tout le petit commerce. Le grand commerce était entre les mains des Parthes. Puis évidemment, le monde parthe disparaît. À ce moment-là, qui prend le manche ? IIIe siècle, ce sont les Sogdiens. Or, ces Sogdiens, ils ont vraisemblablement été christianisés, mais ils sont surtout iranisés. Ce sont des Mazdéens. Il y a eu Mani, vous voyez. Donc ces Mazdéens sont devenus manichéens et ils ont été un peu bouddhisés. Du coup, ça fait une espèce de bidouillage auquel on ne comprend plus rien. Et tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Des comptoirs tout le long de la route de la soie et des communautés. Donc au 8e siècle, il en existe encore des traces et on a retrouvé ça. Vous savez, vous avez dû entendre parler de ces 5 expéditions successives dans le désert du Taklamakan. La première, c'est Orelstein. Lui, c'est un découvreur. C'est pas vraiment un archéologue. C'est plutôt un homme qui a découvert. Alors, il a traversé le désert du Taklamakan. C'est un des pires déserts, enfin surtout à l'époque. Maintenant, il y a une autoroute, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, il a découvert des villes ensevelies sous le sable. Et qu'est-ce qu'il a découvert ? Vous savez, cette grotte au mille Bouddha, où la 5e expédition a été dirigée par Paul Pelliot, et Paul Pelliot a récupéré une masse de documents. Une partie de ces documents sont encore dans les cartons. Une grande partie, pas tous, mais une partie, est encore dans les cartons, et une grande partie est aussi chez les Allemands. Or, vous savez qu'en Allemagne, il y a eu le mur, voyez. Donc, il y a une grande partie des documents qui n'ont pas été exploités. Ouais, mais il n'y a plus le mur. Donc, tous ces documents, on les retrouve. Eh bien, ce sont des gens d'Asie centrale. Et il y a un type qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Barakatullo Ajnarov. C'est un chercheur d'Asie centrale, et ce Barakatullo Ajnarov a retrouvé des lettres sogdiennes du IIIe siècle, après Jésus-Christ, mais 3e siècle après Jésus-Christ. Elles sont écrites en sogdien. Mais qu'est-ce qu'elles attestent ? Elles attestent qu'il a existé une communauté sogdienne, chrétienne, qui priait. Et elle priait dans quelle langue ? Elle priait en syriaque. Voilà, elle priait en syriaque. Mais c'est un chercheur chrétien. Donc, j'essaie. Alors, je sais qu'il y a un réseau qui s'appelle Gandhari, qui est un réseau de chercheurs indiens, mais je n'ai pas réussi à me mettre en lien. C'est très compliqué. Tous ceux qui essaient de trouver, qui réussissent à se mettre en lien avec ce réseau de chercheurs indiens, qui sont très malheureux. Les chercheurs du Pakistan sont les plus malheureux du monde. Ils n'ont pas de bibliothèque, ils ne sont pas soutenus, etc. Donc, eux, ils veulent se mettre en lien avec des chercheurs français. Vous voyez ? Il faut se mettre en lien avec des chercheurs iraniens, des chercheurs indiens, d'urgence. Bon, parler un peu l'anglais, ça aide. Moi aussi, je parle un peu anglais, j'aime pas ça. Mais bon, ça peut être pratique. Barakatullo Ajnarov, il écrit en anglais.
Et il a écrit un article, c'est comme ça que j'ai appris, il a écrit un article parce qu'il y a des gens qui ont fait un colloque en syriaque, enfin sur le syriaque, sur les questions du syriaque, et ce type a été invité. Et donc il a fait état de ses dernières découvertes, ces lettres sogdiennes. Et alors on a joué de malchance parce que nous avons eu un grand chercheur qui s'est attelé au sogdien. C'est une langue en fait, c'est une langue pas si mystérieuse que ça. En fait, le sogdien, c'est un alphabet, c'est une langue iranophone, mais il se trouve que c'est issu de l'alphabet kharoshti. Donc c'est issu de l'araméen, mais au 2e degré, hein, donc pour retrouver c'est un peu plus difficile. Mais les sogdiens ont un alphabet qui est issu de l'alphabet kharoshti, donc araméen. Donc il faut aller enquêter autour de ces sogdiens, c'est ce que je dis à Pierre. Ces sogdiens sont vraiment importants parce qu'ils ont certainement été, et c'est par eux, à partir du IIIe siècle, comme à partir du IIIe siècle, ce sont eux qui tiennent les routes de la soie et le grand commerce. Ils ont tenu le petit commerce, mais à partir du IIIe siècle, fin du monde part qui tenait les routes de la soie, eh ben ils prennent le grand commerce, évidemment. Et donc ils sont. Alors qu'est-ce qu'ils sont ? Bon, on ne sait pas très bien, et on ne sait plus très bien ce qu'ils sont. Ils sont bouddhistes, ils sont un peu manichéens. Alors après, à partir du Ve siècle, va venir le nestorianisme qui va compliquer un peu cette affaire-là. Bref, on n'est plus capable d'y retrouver ces petits. En termes de religion, hein. Donc, quelles sont les religions qui se propagent le long des routes de la soie et comment, vous voyez. Alors, quand on essaie d'enquêter, un jour j'ai dit au Père Gallet, attendez, Père Gallet, réfléchissez, franchement. Vous croyez vraiment que ces 3 grandes religions, là, le bouddhisme, le manichéisme et le nestorianisme se sont propagés comme ça parce qu'on causait, n'est-ce pas, dans l'odeur du crottin de chameau, le long des caravanes, n'est-ce pas, à la nuit tombée, de qui on se moque? Bon, non, enfin, de qui on se moque? Bah, c'est quand même un peu globalement l'espèce de mythologie vague qui est un peu diffusée quand on parle de la diffusion le long des routes de la soie, vous voyez. Bon. Attendez, on ne fera pas croire que c'est comme ça que ça s'est produit, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on a déjà une piste à partir des sogdiens. Alors nous, en ce moment, on travaille autour du IIIe siècle, Mani. Pour nous, c'est la difficulté majeure. On cherche. On cherche. Bon, on cherche, qu'est-ce que vous voulez? Là je dis rien d'assuré, je dis des hypothèses. Voilà. Je dis des hypothèses, mais je les assois sur un certain nombre de recherches et aussi des gens qui avant moi, ont eu du courage. Hein. Schlumberger, c'était courageux. Il faut voir la réponse de Filiosa. Hein. Et cet homme-là était malade. Vous avez cité votre première étude, je n'ai pas bien entendu le nom. C'était... Oui, la miséricorde dans le bouddhisme. C'est là où je fais l'analyse des piliers d'Ashoka, sous l'angle philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette notion de loi. Ce que je pense, là, pas en historienne des religions, en philosophe. Ce que je pense en philosophe, c'est que... Oui, c'est l'association. C'est une association qui m'a invité gentiment et à parler. Oui, c'est un terme grec, oui. Et donc l'analyse de la philosophe, pas de l'historienne des religions ou de l'orientaliste, enfin de celle qui déconstruit les savoirs orientalistes, c'est que c'est vraisemblablement, je crois, un moment très important dans l'histoire parce que c'est certainement l'une des premières grandes lois naturelles. Vous voyez, les piliers d'Ashoka, c'est une forme de loi naturelle. Alors évidemment, il s'appuie sur une notion antérieure, existante, dhamma. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la notion de loi, nous n'y avons pas accès de manière immédiate. Alors là, je vous fais l'analyse philosophique, j'en suis absolument certaine. C'est une de nos plus grandes difficultés philosophiques. Nous ne pouvons pas avoir, par les seules ressources de la raison, accès à l'idée de loi correcte. C'est pourquoi il nous faut une révélation. Et c'est une jurisprudence. C'est pas une notion de loi. C'est pas une loi naturelle. Le code d'Hammurabi, c'est de la jurisprudence. C'est-à-dire, dans tel cas, tu feras ci, etc. C'est déjà un très grand. Non, mais c'est déjà très grand. Non, mais c'est déjà très, très grand. Hein, très, très grand. Mais ça n'est pas une loi naturelle. C'est très, très difficile d'atteindre à l'idée de loi naturelle. Une idée juste de la loi naturelle. Attention, une idée juste d'une loi naturelle. Évidemment. C'est vraiment un très gros problème philosophique.
la loi naturelle. Mais bon, j'ai mis ça de côté. Quand j'aurai fini d'écrire ce truc sur le bouddhisme, je vais écrire un truc sur la loi naturelle. Voilà, pardonnez-moi, j'ai pris beaucoup de temps. Merci d'avoir donné tout ça.